Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle matinale de Fréquence Populaire. Aujourd'hui, je serai seul, mais je vous ai quand même préparé quelques sujets intéressants. On va quand même apprendre des choses, parfois rigoler, parfois peut-être un petit peu pleurer, ça va dépendre de comment les sujets vont vous toucher. Mais on reste aujourd'hui assez simple. Je serai tout seul, hein, voilà, cette matinale ici. Donc n'hésitez pas à blablater dans le chat, j'hésiterai pas à vous répondre. Et mais bien sûr, tout pile la synchro, c'est un signe. Magnifique, pile à l'heure. On va laisser quelques personnes arriver encore, hein. Si vous avez des questions, c'est maintenant. Bonjour, bonjour. Et après, on est parti. Salutations. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bon, est-ce que vous voulez rire aujourd'hui? Est-ce que vous avez envie de vous amuser? Est-ce que vous avez envie d'apprendre des choses? Bon, si vous voulez apprendre quelque chose, sachez d'abord que, un McDonald's, ça brûle très mal. Ça brûle très, très, très mal. Hop, voilà. Alors bon, c'est par chez moi, j'ai eu l'information un petit peu en avance, mais un McDo de la banlieue toulousaine se retrouve incendié. Alors, en cours de construction, évidemment, personne à l'intérieur, aucun blessé à déplorer. Ce McDo a été incendié. Bon, vous le voyez dans le titre. Mais est-ce que vous avez une petite idée de par qui, de par quoi? Ah ah! Je cherche pas sur internet. Je vous laisse quelques secondes pour répondre dans le chat si vous voulez jouer avec moi. Qui a incendié le McDo de Montrabé? Enfin, le chantier du McDo de Montrabé. Et est-ce que vous allez rire de pourquoi? Alors, faites vos devinettes, répondez à la question. On va voir si des gens vont trouver, sans chercher sur internet, sinon c'est de la triche. Donc un McDo, alors McDo qui ouvre 50 nouveaux restaurants, dans toute la France. Je donne cette information parce que ce sera utile pour après. Non, ce ne sont ni les Russes, ni José Bové. José Bové n'est pour rien dans celui-là. D'autres propositions? On y va, on y va, on y va. Voilà, donc 50 nouveaux McDo qui sont en cours d'ouverture dans toute la France. Et pourtant, on en retrouve des incendies. Alors, bon, vous n'avez pas la réponse dans le chat. C'est un groupe qui s'appelle les Frites Insoumises qui ont envoyé un communiqué à l'AFP en revendiquant l'incendie de ce chantier de McDo. Alors, accrochez-vous bien, accrochez-vous bien. C'est en solidarité avec la Palestine et c'est pour montrer que McDo, qui selon eux perdent du chiffre d'affaires à cause du boycott, qui sont obligés d'ouvrir 50 nouveaux restaurants. C'est absurde. C'est complètement absurde. Encore, on aurait pu dire que McDo, c'est l'assassinat de la gastronomie française. Sur Montrabé, il y a un restaurant étoilé juste à côté. Non, incendié au nom de l'amitié avec la Palestine et pour prouver que McDo perd du chiffre d'affaires avec le boycott. Bon, en réalité, ce McDo ouvre de nouveaux restaurants uniquement parce que ça leur fait du chiffre. Hein. C'est toujours la question d'augmenter le chiffre d'affaires fait par la firme. Donc bon. On a eu à peu près la même chose à Toulouse d'ailleurs, hein, sur un lieu de vente de Tesla. Une douzaine de voitures ont été incendiées. Ah, c'était pour protester contre Musk. Bon, vous jugerez de la pertinence de cet incendie vous-même. C'était pas facile, hein? C'était pas facile. Non, c'est pas une réplique aux taxes trumpiennes, absolument pas. Enfin, pas sûr. Non. Alors oui, le nom c'était Les Frites Insoumises, ça fait LFI. Mais apparemment, ce serait plutôt un groupe proche des anarchistes. Hein.
pourvoient un pseudo-prix pour rester anonyme. L'enquête suit son cours, les travaux reprendront apparemment dans 3 semaines. Ça n'aura absolument pas stoppé la construction de ce McDo. C'est connaître le patelin, hein. Allez, on va pouvoir continuer de rire tous ensemble là. Qu'est-ce qu'il nous a dit Laurent Wauquiez encore? Qu'est-ce qu'il nous a sorti comme bêtise? Vous avez dû le voir passer? Mon Dieu, voilà, hop. Laurent Wauquiez, veut envoyer les OQTF, eh bien, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, écoutez, on lit des bêtises tous les jours, mais là, on se rapproche doucement de l'abîme. Laurent Wauquiez, le patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes, n'a trouvé rien de mieux pour régler la question des OQTF que de vouloir les envoyer à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bon, l'entièreté de la classe politique française s'est un peu foutue de sa gueule, c'est vrai, peut-être a raison. Et bon, moi déjà je plains les pauvres habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon qui vont devoir se taper tous les OQTF de la France. Je vois pas l'intérêt, ni pour Saint-Pierre-et-Miquelon, ni pour la France, d'aller faire prendre l'avion à des gens, traverser, la moitié de la planète pour finir sur une île, alors Laurent Wauquiez le dit lui-même, hein, c'est une île hostile, où il fait 4 degrés en moyenne. Bon, sympa pour les habitants. À quoi ça sert? À rien. Voilà, je vous le donne dans le mille. Envoyer les OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon ne sert à rien. C'est uniquement un coup de com' de Laurent Wauquiez pour essayer de se replacer une nouvelle fois, heu, dans, l'étau, hein, qui le tient entre, bah, le macronisme autoritaire, qu'on peut voir chez Darmanin, chez Retailleau, qui sont les anciens copains de Wauquiez, et de l'autre côté, l'extrême droite du RN, de Zemmour, qui, toujours dans la surenchère. Bah, le petit Laurent Wauquiez se trouve piégé, et donc il est obligé de faire parler de lui par des bad buzz pour continuer d'exister. Voilà, c'est le wokisme, exactement, Maison, bravo. Pourquoi pas dans le Cantal? C'est bien le Cantal. Est-ce qu'on peut laisser le Cantal tranquille? Je Bon, évidemment, aucune solution concrète n'a été apportée, hein, en remplacement de cette idée de Saint-Pierre-et-Miquelon. Comment vous dire? S Bêtise sur bêtise permet à ces gens-là de continuer d'être médiatisés et d'exister dans la vie publique. Bon, évidemment, moi, je le reprends, hein, pour me foutre de sa gueule, hein, on va pas se mentir, et pour vous partager les nouvelles bêtises que nos politiques les plus corrompus peuvent nous sortir. Bon, écoutez, on verra si, ça finit quelque part, cette idée d'enfermer les étrangers dangereux sous OQTF à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ça n'ira nulle part. Par contre, est-ce qu'on n'enverrait pas Laurent Wauquiez, justement, à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour qu'il s'occupe de la faune et de la flore locale, hein, un travail d'intérêt général? Pourquoi pas Cayenne? Cayenne, ça a été vu, revu, il y a, les questions néocoloniales, on peut pas faire ça à Cayenne. À la limite si vous voulez, les délinquants en col blanc, on peut les envoyer aux îles Kerguelen, avec un travail d'intérêt général, qui est de garder la faune et la flore locale. Ça peut être très bien, et ils seront très contents, hein, de participer à la vie, écologique de notre pays. Ah, pardon du retour son. Voilà, c'était le petit moment, Laurent Wauquiez et ses bêtises habituelles. Écoutez, on va rentrer dans quelque chose d'un peu moins sympathique, un peu moins rigolo. Alors on n'a pas tous les détails malheureusement, mais vous vous souvenez, vous avez vu l'affaire Betaram, ces, établissements scolaires privés sous domination religieuse, enfin d'éducation religieuse, où il y a des problèmes en permanence. Betaram n'est absolument pas réglé, et d'ailleurs il me semble que, l'inspection qui a finalement eu lieu, bon, qui avait été annoncée 2 semaines, 3 semaines, un mois à l'avance, pour que les gens aient bien le temps de se préparer à éviter toutes les bêtises. Même ça avait relevé des problèmes.
Mais écoutez, encore des problèmes dans les écoles religieuses. Dans le Gers, alors une école catholique ultra traditionnaliste, très proche de la fraternité Saint-Pie, hein, l'ancien évêque qui avait lancé cette école était, n'avait pas suivi, alors je sais plus comment on appelle ça exactement, mais, il y a le renouveau de l'église, il y a quelques dizaines d'années et donc c'était la fraternité Saint-Pie qui s'était, créée à partir du rejet, du renouvellement des institutions de l'église. Donc ultra traditionnaliste, heu, voilà, accueillait une vingtaine d'élèves en moyenne et le préfet du Gers a décidé de la fermer pour des manquements graves, alors qui ne sont pas cités précisément. Mais on peut déjà se douter, alors l'école est hors contrat. On peut déjà se douter, que les programmes qui étaient enseignés visaient plutôt à former une élite intellectuelle de la contre-révolution de l'Église. Bon voilà, le préfet décide, de la fermer jusqu'à nouvel ordre et pour des manquements, voilà, à la sécurité des élèves. Qu'en penser? Qu'en dire? Bon, c'est peut-être une très bonne chose que l'on ferme ces établissements, qui posent des problèmes, autant d'un point de vue de sécurité des élèves que dans les idées qui sont transmises à ces enfants. Voilà où, en arrive la France. Heureusement, on arrive petit à petit à sortir ces gens-là, mais on n'est pas à l'abri d'une remontée, des réactionnaires. Alors d'ailleurs, il y a une montée, des identitarismes, dans les écoles, surtout au collège. Comment vous dire? Comment vous dire? On a des enfants qui, par, mimétisme, s'amusent à reproduire les comportements, réactionnaires, religieux de leurs parents. Entre eux-mêmes, ils viennent à les reproduire et on en arrive à, si vous regardez sur TikTok, hein, c'est un monstre là-bas, le voile chrétien qui est en pleine, expansion et la pratique d'un carême similaire à celui du ramadan et j'en ai des élèves comme ça. Autant ils font ce qu'ils veulent, leur liberté absolue de pratiquer, hein. Mais comment dire? Quand vous avez 13 ans ou moins, vous êtes pas encore conscient de tout ce que vous faites. Donc bon, ces élèves qui tombent dans ces dérives, quasiment sectaires, hein, on sait où ça mène dans les années qui suivent, malheureusement. Trop chrétien, trop révolutionnaire, me non. Allez, on continue, on sort un petit peu de ces cadres institutionnels, hein. Bon, on y va, la direction générale du travail qui publie, les chiffres des résultats des différents syndicats en France. Alors bon, sans grande surprise, on retrouve toujours le trio de tête CGT, CFDT, FO. Dans le même ordre, ça bouge pas, hein. C'est toujours la CFDT depuis 2017, hein, depuis l'arrivée de Macron, qui, garde la tête du mouvement syndical, suivi de la CGT et FO, très proche derrière. Bon, alors en léger recul, hein, de moins de 1. C'est surtout Solidaire et l'UNSA qui récupèrent, ces pourcentages et la CFE-CGC, le syndicat des cadres et de l'encadrement. Bon, qu'en dire, qu'en penser? On sait pas trop. Quand on voit, le mouvement contre la réforme des retraites qui était main dans la main entre la CFDT et la CGT et que c'est allé un peu nulle part, moi personnellement, je m'inquiète de voir toujours la CFDT devant. Même si bon, on a eu un front commun, c'est vrai, contre la réforme des retraites, mais la méthode qui a été utilisée, c'est-à-dire les grèves perlées, hein, on a reçu, différents syndicalistes de différents syndicats. Alors c'était FO, et la CGT qui étaient venus.
parler justement, hein, de cette, manière de faire la grève perlée qui ne va, selon eux et ils pensent qu'ils ont raison, nulle part. Bon, si on continue dans cette voie-là, on est parti pour continuer de perdre, hein. J'espère donc qu'on va avoir très rapidement un raffermissement de ces directions syndicales. Là où les bases étaient furax, heu, autant chez la CGT que de grandes sections de la CFDT, que, la réforme des retraites passe et que ça n'était que des grèves perlées. Bon, j'espère sincèrement que ça va pouvoir bouger, et très vite parce que sinon, les prochaines réformes antisociales qu'on va se taper, ça va être sportif aussi. Bon, c'était un petit peu le petit point où en sont nos syndicats. Bon, alors on a aussi un recul, du nombre de votants, hein, et ça, c'est encore problématique. On a entre 15 et 25 des gens qui sont syndiqués en France. Je prends les très larges, hein, en fonction des différentes branches sectorielles qu'on peut avoir, voire même en dessous de 10 dans pas mal d'entreprises, voire inexistantes dans les TPE et les PME. Bon, on continue de baisser le nombre de votants, hein. C'était très problématique. Les gens ne croient plus au syndicalisme, ne croient plus en la défense collective et peut-être l'avez-vous vu, les médecins, en tout cas les étudiants et étudiantes, en médecine, ont découvert que ils pouvaient faire grève et ils pouvaient se coordonner. Bon, finalement, ça n'a donné lieu qu'à des TikTok et vous ils disent: «Eh beh, écoutez, si vous nous obligez à, nous installer à certains endroits et ben nous, on se mettra en non conventionné, ou alors on ira à l'étranger». Alors ils découvrent le principe d'une grève, hein, c'est intéressant, mais ils ont pas compris qu'il fallait réussir à se regrouper ensemble et faire un front contre, le gouvernement, heu, pour obtenir, de meilleures conditions d'études et de travail. Donc c'est ça qui est un peu fou, hein. Heu, Ce sont censés être des gens qui sont censés, supposément, hein, être là pour le bien commun et au final, l'intérêt qui semble primer, c'est l'intérêt pécunier. Bon, hop, merci Jean-Pierre. Donc voilà, écoutez, c'était, le petit moment syndical et on va repartir dans les petits potins de la Macronie cette fois-ci. Alors la Macronie, c'est spécial en ce moment la Macronie, hein. C'était ce qui était un grand vaisseau qui a pris le pouvoir en 2017, se retrouve aujourd'hui avec des trous de partout, des membres qui s'en vont fonder leur petit parti à droite et à gauche, surtout à droite, pour tenter de raviver, l'espoir d'une candidature, du centre et de la droite, commun, pour 2027. Alors on était déjà au courant, hein, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre qui, était parti aux législatives un peu seul pour, montrer qu'il était prêt à aller en 2027 à la présidentielle. Bon, on a eu Bayrou qui nous a fait son sketch, «Beh, si tu me mets pas Premier ministre, eh beh, je quitte le gouvernement». Bon, sur un malentendu, c'est passé et on a madame Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, qui commence à tirer contre son propre camp. Alors, c'était déjà le cas depuis la dissolution, hein, elle avait déjà émis, des critiques, mais là, elle nous publie carrément, carrément, un livre où elle dégomme quasiment un par un ses petits camarades de la Macronie. Et écoutez, c'est intéressant à lire. Alors, bon, entre la victimisation de «je suis une femme, vous m'empêchez de prendre le pouvoir», bon, qu'est-ce qu'on a, hormis ça? Eh bien, on a, madame Braun-Pivet qui nous explique qu'à peu près tout le monde au sein de la Macronie tire sur tout le monde pour récupérer des places et surtout asseoir sa propre place, hein. Aucune entraide, aucune solidarité, si ce n'est
Alors, le seul personnage qu'elle a cité en positif, c'est, Richard Ferrand, qui, l'aurait aidé, dans sa prise de pouvoir, de la présidence de l'Assemblée. Sinon, tout le monde aurait été contre elle. Ils sont déjà en train d'essayer de se recaser absolument le chip, très exactement. Mais il y en a qui veulent quand même rester dans la députation, ou en tout cas dans cette, fonction publique à la tête du pouvoir. Et donc elle nous publie, voilà, cet ouvrage «À ma place», où elle revient sur les racines de son engagement, elle qui vient de la société civile, qui espérait une démocratie libérale qui permette à la société civile de donner son avis. Bon, elle a très vite compris que en réalité, le pouvoir était cadenassé, par Macron et par ses petits copains. Alors elle cite notamment Alexis Collère, qui elle l'accuse de l'avoir, menacée. Enfin menacée, j'y vais peut-être un peu fort, mais en tout cas, elle passait un coup de téléphone disant: «Il ne faut pas que tu te présentes à la présidence de l'Assemblée nationale. Tu comprends, avec des enfants, tes enfants, tu n'auras pas le temps de t'occuper de tes enfants». Voilà. Et bon, on comprend l'argument, qu'elle utilise contre le sexisme, hein, ce qui est tout à fait normal. Avoir des enfants ne devrait pas empêcher de pouvoir représenter les Français. Mais bon, vous vous rendez compte que quand chaque personne de votre propre camp vous appelle pour vous dire: «Il ne faut pas y aller», soit il y a un problème, soit tout le monde est contre vous. Alors, que tout le monde soit contre elle et qu'elle se retrouve quand même élue ensuite à la présidence de l'Assemblée nationale, c'est que finalement, les gens n'étaient pas trop contre elle. Mmh, voyez? Ça devient, ça devient risible les attaques, j'ai l'impression, au sein même de la Macronie. Voilà, même Stéphane Séjourné, aurait expliqué qu'elle aurait dû démissionner. Alors un ouvrage, je suppose rempli d'anecdotes, personnelles, certainement un peu à l'image du livre de Jordan Bardella où, il nous parle de ses grandes idées, de ce qui s'est passé en coulisses, évidemment de manière romancée. Bon, évidemment, vous n'aurez aucune construction politique de ce qu'il faut faire en France, hein. Voilà. Voilà, voilà, c'était, le petit moment un peu ouin-ouin de Yael Braun-Pivet qui, elle aussi, tente d'exister en faisant du bad buzz. Bon là, autant Laurent Wauquiez, il dit des conneries de niveau national, donc ça le fait buzzer. Autant Yael Braun-Pivet qui tape sur ses petits copains. Je suis pas sûr que ça l'aide à faire un grand buzz que ça. C'était l'histoire de Yael Braun-Pivet. Hop! Alors, bonne nouvelle ou zinzinerie du président Macron, encore. Alors, le président Macron, essayez de deviner qu'est-ce qu'il nous a annoncé qu'il ne fera certainement jamais. Alors, c'est en rapport avec le Moyen-Orient, enfin le Proche-Orient en tout cas. Qu'est-ce que monsieur Macron, pour essayer d'apaiser les tensions dans le monde, essaye de nous dire, hein, après avoir voulu faire son front mondial contre le Hamas qui est tombé à l'eau immédiatement après. Après, la guerre contre la Russie, hein, la guerre économique qui va mettre à genoux, l'ogre russe. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a? On a Macron qui pourrait, 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 attention, le mot pourrait aurait dû être en majuscule. Emmanuel Macron pourrait reconnaître l'État de Palestine en juin. Voilà, voilà, voilà. Non, pas un référendum, désolé. Non. Il pourrait reconnaître l'État palestinien en juin. Bon, alors, comment dire? Réhydrater le désert? Non. Euh, Bon, que dire de notre président qui veut participer à une dynamique collective conduisant à une reconnaissance d'Israël par tous ceux qui défendent la Palestine? Voilà, vous avez le même bug que moi. Alors, il pourrait reconnaître l'État de Palestine, mais ça conduit à une reconnaissance d'Israël par ceux qui défendent la Palestine.
Est-ce que c'est clair pour vous? Parce que moi, non. Alors, bah, écoutez, on va regarder un petit peu en bas, hein, tous ensemble. Après avoir longtemps hésité, Emmanuel Macron pourrait reconnaître l'État de Palestine en juin. Ah, il est cité. On doit aller vers une reconnaissance, entre crochets, de l'État palestinien, fin du crochet. Et donc, dans les prochains mois, on ira. Moins c'est clair, mieux ça passe. Mais bon, c'est atroce dans le chat, c'est très rigolo. En gros, il va pas le faire exactement Dunbar, c'est absolument ça. C'est tout le problème de nos politiciens actuels qui pensent que les mots vont résoudre absolument tout ce qui se passe dans le monde et parce qu'on n'a plus aucune souveraineté. Alors je ne sais plus qui c'est qui en parlait justement de ça. Je trouvais ça intéressant. Vu qu'on n'a plus aucune souveraineté en France, ni monétaire, ni industrielle, ni sanitaire, même industrielle, on est mauvais, on n'a plus rien. La seule chose que nos politiciens, bon, qui servent à rien, hein, franchement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en fait? Beh, ils peuvent parler et vu qu'ils peuvent parler, ça les engage en rien, hein, d'ailleurs. Ils peuvent parler sans s'engager, hein. Ben, voilà, ils parlent. Ça parle, ça parle, ça parle. Ça propose des choses, hein, mais en fait, c'est à peu près le même style que Laurent Wauquiez. Bon, pas sur le même niveau, évidemment, hein, pas du tout dans le même rapport de force et le même sujet. Mais vous voyez, ça donne des idées, ça sur la place publique. Ah, il faudrait, reconnaître la Palestine, mais il faudrait aussi reconnaître Israël, hein, ce qui paraît normal, hein, et ce qui aurait dû être le cas depuis le début du conflit. Mmh. Vous comprenez bien que encore une fois, oui, alors, c'est vrai, Black Sheep, on peut dire ça, il se ménage une porte de sortie. Hem, mais la porte de sortie, va peut-être falloir l'utiliser à un moment donné. Mais bon, vu que nous sommes inféodés à l'OTAN, notre parole ne vaut absolument rien et d'ailleurs les Russes s'en étaient, gargarisés, hein, de recevoir Macron en le qualifiant, pas de pantin de l'OTAN, mais d'une personne qui en fait n'a pas les mains libres et qui ne peut pas décider pour l'OTAN, en tout cas pour la France. Voilà. Il y a qu'à Faucon, exactement. Voilà, c'était, le petit point, géopolitique Macron. Bon, j'espère sincèrement qu'on va réussir à aller vers une, sortie rapide du conflit, hein. Je sais pas si vous l'avez vu, mais on a eu des sondages d'opinion au sein, de la Palestine avec, de grandes manifestations contre le Hamas. Alors, est-ce que ces manifestations vont réussir à faire tomber, heu, le Hamas? Je sais pas. J'espère. Parce que, il y a un moment donné, il va peut-être falloir faire la paix et que le Hamas ne veut pas de la paix. Vous comprenez bien que quand vous avez, 2 camps qui ne veulent pas la paix et qui veulent s'exterminer l'un l'autre, entre l'extrême droite israélienne menée par Netanyahou et ses petits copains et l'extrême droite, palestinienne, du Hamas, bon, ça va être compliqué. De la même manière qu'on a de très grandes manifestations en Israël contre, le pouvoir actuel de Netanyahou, hein. Mais les manifestations arrivent-elles à changer des choses? Pour l'instant, non. Affaire à suivre. A priori, c'était des manifestations bidons payées par l'occupant, selon Marie-Laure. Je ne sais pas. J'espère que non, mais c'est vrai que si c'est le cas, après, on pourrait discréditer aussi la gauche israélienne en disant la même chose, hein. Oui, ce sont des soutiens du Hamas, ils ne sont pas pour la paix. Bon, on peut dire à peu près ce qu'on veut, mais j'ai pas vu d'informations passer. Je regarderai. Merci Marie-Laure. Bon, je vais faire mon grec Tabibian, hein, mais c'est le moment de la bonne nouvelle du jour. La France
La France, ah la France! La France qui rayonne, la France qui travaille, la France qui produit. On a réussi pardon, un nouveau, test de fusion nucléaire qui a duré 22 minutes. Alors je vais le prononcer extrêmement mal, heu, le le tokamak West. Je sais pas pourquoi c'est, anglicisé. Alors on a réussi à faire un nouveau record en tenant plus de 22 minutes, le 12 février. Heu, voilà, que dire de plus? La France rayonne, la France, réussit, à enfin, toucher du doigt la fusion nucléaire, après l'arrêt de Superphénix, et des autres projets, notamment, par le PS et pour plaire à Europe Écologie Les Verts, ils ont voulu détruire la filière nucléaire. Je vais finir comme Ruffin à faire des rimes. Bon, enfin, on relance la fusion nucléaire. Pourquoi pas? On va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire aussi de cette fusion nucléaire? Parce que bon, c'est bien beau d'avoir une source d'énergie plus qu'abondante si on réussit à le faire de manière industrielle. Va se poser ensuite la question de qu'est-ce qu'on va faire de cette énergie, hein? Mais pour l'instant, je pense qu'il vaut mieux se réjouir de ces avancées technologiques que nous arrivons à maîtriser. Et après, on pourra se poser des questions de qu'est-ce qu'on en fait quand on arrivera à l'industrialiser. Si on y arrive, hein, c'est pas sûr, hein, la fusion nucléaire, on n'est pas sûr de pouvoir y arriver. Mais il y a aucun avenir avec le nucléaire. Moi, je sais pas. Je dirais pas ça. Je reste sur les propos de Jean Covici et du Shift Project, qui est que on est obligé de passer par le nucléaire pour sortir des énergies fossiles, en tout cas de manière progressive. À moins qu'on le fasse d'un coup. Moi, j'ai aucun problème à sortir des énergies fossiles d'un coup, mais la société va être compliquée. Voilà, c'est à peu près tout pour mes petites actualités. Je n'ai malheureusement pas d'intervenant aujourd'hui. C'était une petite matinale. Si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez discuter, eh ben, on peut rester un petit peu plus ensemble si ça vous dit. Et si vous voulez plus me voir, eh ben, je rentre chez moi. Voilà. Parce que tout ce qui est trop compliqué ne fonctionne jamais. Alors, est-ce qu'une centrale nucléaire, c'est trop compliqué? À fission, je parle, en France. Oui, ça reste un élément industriel extrêmement complexe, c'est vrai. Mais pour autant, ça fonctionne. Donc, je suis pas sûr qu'on puisse utiliser cet argument dans le bon sens. Donc pour les pingouins, pas de réponse. Pardon, j'ai pas, c'était quoi le truc avec les pingouins? Je vais remonter. Tuc, 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 tuc. Maison, vous vouliez, grand remplacer les pingouins par les OQTF, c'est ça? Bravo! Bravo pour le respect de la faune et de la flore locale. Alors dans 50 ans déjà, il n'y a plus d'uranium et tous les espoirs reposent comme d'habitude sur le scientisme. La science, trouvera, mais non, elle ne trouvera pas. Je suis partiellement d'accord. Alors de l'uranium, il y en a quand même un peu plus que 50 ans, en réalité. Surtout si on arrive à retraiter les déchets, ce qui serait quand même un point fondamental dans la gestion des déchets, pour les réduire encore. Hem, Après, on fait quoi? C'est ça la question. Alors on va peut-être rentrer si vous voulez, on rentre dans le débat du nucléaire, hein, aucun problème. Hem, c'est qu'est-ce qu'on fait à la place? Si on regarde le modèle allemand, qui sortent du nucléaire et qui ont dû retrouver une manière de produire de l'électricité de manière pilotée. Et ben, ils sont repartis au charbon et au gaz. Donc leur qualité de l'air considérablement, dégradée et la qualité des environnements aussi. Erreur. Erreur numéro un. Passer sur du solaire, photovoltaïque je précise et de l'éolien, ça reste intermittent. Donc comment on alimente, l'hôpital quand, il y a pas de soleil et pas de vent? On fait comme la manne et le charbon? Compliqué.
Donc, il reste l'hydroélectrique, mais il y en a pas partout et on peut bon, il y a plus de place pour construire de nouveaux barrages. De toute façon, construire de nouveaux barrages, ça, rentre en conflit avec le fait de préserver, les milieux. Donc compliqué aussi. Alors, Mélenchon avait sorti de l'idée de marée motrice, d'utiliser les marées pour produire l'électricité. Bon, j'ai mis un peu le nez dedans parce que c'était mes études. Heu, le rendement est OK, mais pas fulgurant, fulgurant et ça veut dire détruire aussi des milieux aquatiques pour aller mettre d'immenses turbines au fond de l'eau. Donc compliqué aussi, mais en fait, il y a pas de bonne solution pour l'énergie. On va être obligé de réduire notre consommation énergétique, bon déjà de pétrole, de plastique, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on va devoir en sortir. Mais la question c'est comment est-ce qu'on va faire ensuite? Et là, je renvoie plutôt, sereinement sur les travaux du Shift Project et de Jean Covici. C'est-à-dire réduction complète, de notre consommation de plastique et de pétrole pour à peu près tout et garder le nucléaire pour les grands points stratégiques, on va dire, énergétiques en France. C'est-à-dire, les hôpitaux, le transport avec le train, passer au train électrique, entièrement électrique, pour les longues distances, passer, au vélo électrique plutôt que la voiture. Bon après on peut évidemment sortir le différents modes de transport beaucoup plus écolos et plus proches aussi, hein, c'est pas un problème. Bon, le problème de la voiture électrique, c'est que ça va demander, des métaux rares pour les batteries, métaux rares qui sont encore plus limités et qu'on n'a pas chez nous. Donc bon et non mais je suis d'accord, hein. On transforme l'agriculture, on repeuple la diagonale du vide avec des millions de petits paysans, d'accord, heu, mais l'hôpital, il va quand même avoir besoin d'énergie. Heu, les écoles, elles vont quand même avoir besoin d'énergie. Les administrations vont quand même avoir besoin d'énergie. Heu, pardon. Mais non, il y a tout un problème, sur l'énergie. On a un énorme problème, hein et ça va être le but, je pense, des prochains politiciens et politiciennes de justement planifier cette transition écologique pour qu'on soit beaucoup moins dépendant de l'énergie, mais qu'on ne se passe pas entièrement de l'énergie. C'est ça. Non, mais l'agriculture ne on va faire un débat et tout, ça va être sympa. Mais c'est pas, le monde agricole qui consomme le plus d'énergie, hein. Le monde agricole consomme beaucoup d'eau. C'est pas, on parle pas de nucléaire, on parle pas de pétrole, ni de charbon dans ce moment-là. Doucement sur la diagonale du vide, on est bien au calme. Alors, oui, mais dans tous les cas, il y a trop de monde en ville et les villes ne sont pas, aptes à survivre, à l'avenir avec la baisse, des énergies, ça c'est sûr. Alors les accumulateurs, on parle de batteries faites à partir de métaux rares, qui sont limitées et la durée de vie d'une batterie, est pas fada, donc ça veut dire on reproduirait à peu près tous les 10 ans, minimum. Donc non, c'est une mauvaise idée, faire, un système électrique national basé sur des batteries, le coût in fine va être catastrophique et le rendement le rendement c'est quelque chose de il va falloir faire très attention. C'est quoi un rendement? Pour les gens que ça intéresse un petit peu. C'est quoi un rendement? C'est la quantité d'énergie que vous gardez entre la production et l'utilisation. Quand vous avez votre dynamo, votre lampe à dynamo, beh, votre rendement, il est quasi parfait. Parce que c'est l'énergie que vous mettez de la main de votre, corps dans la dynamo qui envoie directement à l'ampoule. Donc vous avez très peu de pertes. Bon, vous avez un peu mal au poignet, vous dégagez de la chaleur, la dynamo dégage un peu de chaleur, le moteur aussi, mais c'est pas grand-chose. Par contre, quand on passe sur du solaire, heu, alors les plus performants actuellement, on parle de panneaux photovoltaïques, pas de photothermiques, on parle pas d'Equinus, votre rendement il est dégueulasse.
Parce que, allez, en moyenne, un bon panneau solaire, c'est 18 de rendement d'énergie solaire qu'il récupère. Pour les moins bons, les panneaux chinois qu'on a amenés à la pelle, on est autour de 10. Bon, c'est pas fada. Donc sur 100 d'énergie solaire, il vous en reste, allez, je vais être sympa, 20. Sur ces 20, vous perdez 33 par la batterie. Parce qu'une batterie, quand vous chargez même votre téléphone, elle chauffe. Et pour chauffer, c'est une perte thermique. Donc vous avez de l'énergie qui passe sous forme thermique. Donc vous perdez encore d'énergie. Hein. Et donc en fait, à la fin, vous vous retrouvez avec même pas 10 de l'énergie que vous qui est utilisable. Et encore 10, je suis sympa. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que vous me racontez de beau dans le chat? Il faut 1 litre de pétrole pour produire 1 kilo de tomates sous serre chauffée. Absolument. C'est pour ça qu'il faut qu'on se débarrasse de cette manière de produire. Hein. Quand on va en Espagne, alors c'était, je sais plus qui c'est qui m'avait montré ça, des photos aériennes du sud de l'Espagne où ce sont des serres de production agricole à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. Et, et des petites annonces écrites à la bombe de peinture sur les murs pour que les clandestins puissent venir travailler. On a un gros problème de libre-échange, il va vraiment falloir l'arrêter. Regardez ce que consomment les GAFAM, ils en sont à acheter des centrales nucléaires, elle est pas belle la vie? Eh oui Jean-Pierre. Alors imaginez avec l'IA ce que ça va consommer, ce que ça consomme déjà. Je sais plus qui c'est qui a sorti un papier, vous l'avez certainement vu, prendre des photos et faire en sorte que ça ressemble au style Ghibli. Ça avait consommé je sais plus combien de millions de mètres cubes d'eau et donc évidemment d'électricité derrière, hein, pour faire tourner les serveurs. Est-ce qu'on a besoin de ça? Vraie question. Qu'est-ce que vous me racontez de beau? Oui, les légumes industriels espagnols, oui, il faut les arrêter. Les transports en commun n'existent plus dans les zones rurales. Bah, c'est vrai et c'est tout un pan de la question des transports et de la transition écologique qui va être important de faire. Là où la voiture a une place considérable, je vais faire hurler, je suis désolé, hem, Jean-Pierre, hein, on va reparler du train. Mais non, c'est sûr. Moi, je viens du Gers, par exemple. On a une ligne de train, il y en avait 4 ou 5, il y a 50 ans encore, de un. De 2, le Gers est entièrement dépendant de la voiture, quasiment à 100. À moins que vous allez travailler à Auch depuis une des villes qui est sur la pauvre ligne qui relie, le Gers à Toulouse. Bon, et bah, est-ce qu'on ne pourrait pas remettre des lignes de train pour mailler entièrement notre territoire? Et après, bah, à voir, hein. On peut se renationaliser complètement la SNCF, s'assurer un coût du billet plus qu'abordable, voire gratuit. Gratuit évidemment, ce sont les impôts qui payent, hein, mais on paye déjà les impôts pour la SNCF pour, la tenir en état, donc je vois pas pourquoi on devrait payer en plus. Mais ça, c'est un autre débat. Mais en fait, il faut qu'on se donne les moyens aussi, hein, de sortir, du pétrole et donc de la voiture. Donc l'hydrogène, moi j'y crois pas. Parce que encore une fois, des histoires de rendement, et qu'il faudrait, 2 ou 3 centrales nucléaires en plus pour déjà que certes on en a besoin, mais on peut pas dédier une production d'hydrogène uniquement, en s'accaparant quelques centrales nucléaires. Mais non, il y a un gros travail à faire de remise en place des, transports en commun, même jusque dans les montagnes, hein, même jusque dans les montagnes. Là, par chez moi, dans les Pyrénées, ils ont remis, la ligne de train qui va jusqu'à, Bagnères de Luchon, jusqu'à Luchon, pour aller aux pistes de ski, et aux thermes, qui sont réputées d'ailleurs. Bah, c'est très bien. On peut venir de Toulouse sans prendre la voiture et c'est génial. Franchement, me passer de l'heure et demie de voiture pour aller, heu, dans les Pyrénées, c'est génial.
Alors on peut imaginer ça aussi pour le travail, de prendre le train, et de pouvoir aller, dans la ville à côté. Enfin voilà, tout un tas de sujets derrière aussi. Il faut qu'on s'assure que la SNCF, soit parfaitement à l'heure et ça on peut le faire, hein. Regardez le Japon, il marche très, très bien, ça marche très, très bien. On branche les éoliennes sur la production d'hydrogène, problème de stockage résolu ou pas? Alors, sachez que la loi est mal foutue. Alors c'est un sujet que j'avais abordé avec un oncle qui travaille dans les éoliennes. On a bien s'engueulé, mais c'est toujours sympa. Hem Et il me disait: «La loi est une immense connerie, parce que on ne peut pas mettre d'éoliennes sur les zones de production industrielle. Parce que une éolienne n'a pas le droit d'être à moins de 500 mètres de construction, ou d'habitations humaines. Bon, ils sont capables de mettre une autoroute, devant des bâtiments, monuments historiques. Je vous garde ça pour plus tard, à moins de 500 mètres. Mais bon, des éoliennes, non, c'est pas possible. Alors que oui, c'est vrai, mettre des éoliennes au milieu des zones industrielles, bah, au moins tu as directement une production, d'électricité, là où ils la consomment. Mais c'est pas possible, parce que la loi a dit non. Bon, autant qu'on les mette pas dans les quartiers résidentiels, je suis d'accord, mais qui ça embêterait d'avoir des éoliennes au milieu des zones industrielles? Personne. Et c'est l'endroit le plus malin où ce serait bien de les mettre. Mais bon, nous n'avons pas les politiques, les plus utiles, c'est vrai. Alors j'ai vu passer, quelque chose sur les éoliennes et j'ai pas lu l'article entièrement, je suis désolé. Heu, mais dans le Tarn, oui, il y a beaucoup, beaucoup d'éoliennes, notamment sur les crêtes de la Montagne Noire, hem, entre l'Aude et l'Hérault et le Tarn, ouais. Et ça n'a jamais posé problème à personne. Enfin si, il y a quelques personnes qui rouméguaient, mais bon. Qu'est-ce que vous nous racontez de beau encore? Journal du CNRS, début 2024, les chercheurs CNRS ont trouvé comment produire de l'eau à la jonction eau douce, eau salée. Ça sert à rien du coup. Qu'est-ce que vous me racontez? Me voilà, écoutez. Oui, oui, bah, après c'est vrai qu'en Occitanie, on n'a qu'une seule centrale nucléaire qui est Golfech, enfin qui produit, de Bordeaux jusqu'à quasiment Narbonne, hein, et on a besoin d'une diversification des productions énergétiques, c'est vrai. Bon, est-ce que c'est vraiment les éoliennes qui vont apporter quelque chose? Je reste sceptique. Bah, écoutez, ce fut une sympathique petite matinale. Je suis désolé que ça dure pas plus longtemps et d'être tout seul. Mais ce fut sympathique de pouvoir discuter un petit peu aussi autrement, hein, que par, uniquement, les intervenants et la petite revue d'actualité. Donc écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, à partager, à commenter et bah, nous, on vous retrouve demain matin pour une nouvelle matinale et sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Et écoutez, je vous dis, moi, à la prochaine. Au revoir tout le monde.